La plus grosse honte, c'est quand même d'avoir un président qui va en tôle, quand même. Non, non, le plus grand, c'est d'avoir qu'on ait eu Sarkozy comme président déjà et que Sarkozy ait fait financer sa campagne avec de l'argent libyen. Ça y est, chers amis, ça y est, on est dans le dur de la bataille du budget à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que chaque année, quand les feuilles se mettent à tomber, c'est le marathon budgétaire. Tout l'automne et jusqu'au 31 décembre, le Parlement doit discuter et voter deux budgets séparément, le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. La Constitution impose que le Parlement vote ces deux projets de loi avant le 31 décembre. Selon l'article 47 de la Constitution, le Parlement a un délai de 70 jours pour examiner le projet de loi de finances, 40 jours pour la première lecture à l'Assemblée, 20 jours au Sénat, puis 10 jours de conciliabule entre les deux. Si le Parlement n'adopte pas le budget avant le 1er janvier, il y a deux options. Soit on passe par une loi spéciale comme on l'avait fait l'année dernière avec Michel Barnier, soit on peut avoir recours aux ordonnances, que le gouvernement peut avoir recours aux ordonnances, ce qui n'est pas une obligation. Comme d'habitude, le débat a débuté en commission des finances, c'était lundi. Les députés ont largement amendé le projet de loi du gouvernement, on va y revenir. Les députés de la commission des finances ont finalement rejeté le texte. C'est donc le texte initial du gouvernement, sans les amendements, qui sera débattu dès demain dans l'hémicycle. À quoi elle sert la commission des finances si on peut rejeter son texte et que ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon on rediscute des mêmes amendements dans l'hémicycle? Tu poses une bonne question. J'étais en train de me poser la même question. Oui, c'est à quoi ça sert les députés? Non, mais en réalité, la commission des finances, c'est un endroit quand même où il y a des députés qui sont spécialistes des questions de finances, et donc ils peuvent aller plus loin aussi dans le débat, etc. C'est en gros un pré-examen avant que le texte n'arrive en séance publique où il sera examiné, et là où le rejet aura vraiment des conséquences. C'est-à-dire qu'il y aura, s'il est rejeté, alors qu'en commission, il revient en l'état. En réalité, en séance publique. Donc ça permet d'avoir des députés qui passent aussi leur temps à examiner. Voilà, c'est des geeks des finances publiques, donc voilà, ils connaissent. Ça permet aussi d'avoir des retours dans les groupes, c'est-à-dire que c'est les gens. Les députés qui sont dedans, ensuite ils font des retours dans leur groupe pour expliquer ce qu'il y a dans le budget, quels sont l'état des discussions, etc. Et c'est comme ça aussi ensuite que les différents groupes, donc je sais plus, on doit en avoir 9 aujourd'hui des groupes à l'Assemblée nationale, je crois, et ensuite arrivent dans l'hémicycle. 11. C'est 11 Ouais. L'inflation. Et voilà, ils arrivent dans l'hémicycle davantage près que si on leur disait le gouvernement vient de déposer le PLF, le projet de loi de finances, et puis lundi vous vous mettez dessus, les gars. Ouais. Merci Mister JD pour ton raid, bienvenue aux raideurs et aux raideuses. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça permet de préfigurer un peu les débats en voilà, séance c'est ça. publique, en quelque C'est ce que sorte. j'allais dire. Ça permet aussi de voir les équilibres politiques. En parlant des équilibres politiques, ce qu'on a constaté justement en commission des finances, c'est quoi un peu les équilibres à l'Assemblée nationale autour de ce budget en l'état actuel des choses? Il n'y a que le groupe Ensemble pour la République qui a voté le budget. Le groupe démocrate et le groupe Horizon se sont abstenus. Oui. Ça, c'est intéressant à noter. Et contre, tu as toute la gauche, socialiste compris, le Rassemblement national et la plupart des élus de droite. Voilà. Républicains. Ouais, les LR, ça c'est surprenant. D'où la question que je voulais vous poser. Moi, ça me paraît mal barré. Ah ouais, ça commence ça pue. C'est depuis le départ, non? Enfin, oui, réalité, mais après, quand on voit... là, ils connaissent les enjeux, il n'y en a pas. En quelque sorte. Donc ils font un peu, tu vois, c'est un peu genre, on s'en fout, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas les mêmes votes. Par exemple, le Modem et Horizon vont peut-être finalement voter le texte parce que c'est trop risqué, c'est trop dangereux de se retrouver avec une dissolution. Là, ils sont juste en train de faire flipper un peu le gouvernement pour essayer de négocier des trucs en ouais. séance, et puis voilà, quoi. Enfin, j'en sais rien, hein, mais moi, je ferais ça. Toute logique. Tu suis toi un peu, Climarx, les débats budgétaires? Ouais, j'essaye, mais franchement... Chiant. Ouais. Je veux pas te vexer. Hein. Non, il n'y a que les mecs comme moi que ça excite. Non, mais en vrai, moi je trouve que, globalement, j'avoue, j'essaye de m'y intéresser juste pour comprendre un peu ce qui se passe, mais globalement, ça me passionne pas du tout, quoi. Et ouais, mais c'est ça qui est chiant, parce qu'en fait, c'est super chiant. C'est le nerf de la guerre. C'est super important. Ah, mais par contre, trop relou. Je suis bien d'accord que le budget, c'est hyper important. Ce serait cool que ce soit cool. Ouais. Truc intéressant qui s'est passé en commission des finances, le rejet de la taxe Zuckman. Eh oui. Taxe Zuckman qui avait été adoptée l'année dernière grâce à l'abstention du Rassemblement national, et non pas le vote pour, l'abstention. Et cette année, le Rassemblement national a voté contre la taxe Zuckman. C'est intéressant ça, Emilio.
Oui, en même temps, c'est totalement logique au vu de ce qu'essaie de faire le Rassemblement national d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au mois de février, lorsque la taxe Zuckman débarque à l'Assemblée nationale, c'est dans la niche des écologistes. Et à ce moment-là, en réalité, on ne sait pas trop ce que c'est la taxe Zuckman. Elle n'a pas encore émergé dans le débat public comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui l'a fait émerger, c'est ce que vous pourrez lire dans l'Humanité de demain, instant autre promo, mais en réalité, c'est aussi un effet Streisand. C'est-à-dire que lorsque les libéraux, les grands patrons, les médias qu'ils possèdent ont commencé à se saisir de cet objet parce qu'ils ont vu que ça a été adopté à l'Assemblée nationale, ils ont fait monter le sujet aussi dans le débat public. C'est ce qu'on ils ont appelle fait l'effet peur Streisand. au RN. En gros, c'est quand on veut pas parler d'un sujet et en fait qu'on en fait que ça décuple l'écho qu'on lui donne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que le Rassemblement national, lui, essaie de conquérir un électorat de droite, et pour le conquérir, ils veulent aussi du coup parler aux grands patrons, parce qu'ils savent que ce sont des relais d'opinion importants parce qu'ils possèdent des médias, et deux, parce que il y a des convergences qui sont en train de se faire aussi, peut-être aussi en vue d'une potentielle union de la droite, si jamais Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on ne sait pas encore lequel des deux sera pas en prison, donc mais Oui, c'est pas encore prévu. en tout qu'il y cas ait inéligible, leur- mais voilà, pour ménager des accords avec la droite. Et donc ça a pour conséquence aussi un changement de pied du Rassemblement national qui refuse la taxe Zuckman, officiellement parce que les biens professionnels y sont intégrés. Les biens professionnels, c'est 90% de l'assiette de la taxe Zuckman. Donc si on ne les met pas dedans, ça veut dire autant pas taxer, il n'y a rien à taxer. Mais c'est tous les bâtiments d'entreprise, c'est les actions, c'est les investissements dans les entreprises innovantes, c'est les yachts, les jets, etc. C'est toute la raison d'être de la taxe Zuckman. C'est la les raison biens professionnels. Tout l'intérêt, de la taxe Zuckman. Sauf que le Rassemblement national dit bah non, il y a les biens professionnels, nous on n'en veut pas, on veut un impôt sur la fortune financière. En gros, c'est peanuts. Et c'est ça qui leur permet de justifier ce changement de pied. Mais tout ça, c'est totalement électoraliste en réalité. Il y a Chris Peace dans le chat qui fait des choses qu'ils font. Il y a Chris Peace dans le chat qui fait remarquer un truc intéressant, c'est qu'une des raisons aussi pour laquelle la taxe Zuckman avait été votée l'année dernière, c'était grâce à l'absence des députés du socle commun dans les discussions et au moment du vote. Pour une raison simple, c'est que l'année dernière, il y avait le 49.3. Le 49.3 permettait au gouvernement de faire passer son budget en force, donc la gauche avait réussi à largement l'amender. C'était dans la niche écolo, du coup c'était même pas dans le budget là. Ah, c'est dans la niche écolo, oui c'est vrai, t'as raison. Donc la niche parlementaire écolo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une journée dans la par-session parlementaire où chaque groupe a la possibilité d'inscrire à l'agenda parlementaire les textes qu'il décide. C'est là comme ça que les PFAS, les polluants éternels, ont été interdits parce que les écolos l'avaient mis dans leur niche. Et le texte suivant au mois de janvier dans l'ordre de la niche, c'était la taxe Zuckman qui avait alors été adoptée avant d'être rejetée par le Sénat début juin. C'est vrai, tu as raison, autant pour moi, mais je voulais appuyer sur l'absence du 49.3 qui change un petit peu la donne dans les débats à l'Assemblée, parce que le fait que cette arme n'existe plus force un petit peu tout le monde, surtout les députés du socle commun, qui n'existent plus, donc les députés macronistes surtout, à se battre, en fait, à monter au front de la bataille, parce que être député de la majorité, c'est facile, tu as toujours le bouclier nucléaire du 49.3 qui te permettra de faire passer le budget que tu souhaites à la fin. Là, à partir du moment où le Cornu a annoncé qu'il n'y aurait pas recours au 49.3, ben, il va falloir se battre amendement par amendement. C'est un scénario qui est totalement écarté, parce que moi, de ce que je voyais un peu là dans la presse, il y a quand même, il y a un scénar dans lequel il le ressort, quoi. Mais il n'a pas besoin de 49.3. En fait, au pire, si le délai est dépassé, il a les ordonnances. Et là, pour l'instant, on est quand même mal barré. Comme on a commencé l'examen du budget en retard par rapport au délai constitutionnel prévu. Normalement, ça devait débuter au 1er octobre. Le délai de 70 jours, il démarre à ce moment-là. Au dépôt. Au dépôt, voilà. Et là, on a pris 15 jours dans la vue, donc on est déjà à la bourre pour l'examen. À la fin, en fait, c'est aussi pour ça qu'il a abandonné son 49.3, Sébastien Lecornu. C'est parce qu'il sait qu'à la fin, en fait, il a un autre 49.3 qui s'appelle l'ordonnance. Ouais. Donc, en réalité. Oui, mais c'est pas magique non plus. Parce que... c'est pas magique. Enfin, c'est pas magique. Il faut quand même une ratification. La gauche a acté, par exemple, une partie de la gauche, sauf les socialistes, qui essaient encore de tirer ce qu'ils peuvent tirer pour essayer de justifier la non-censure de Lecornu, mais la gauche a globalement acté que ce ne serait pas un budget NFP compatible, comme l'avait été celui de Michel Barnier, qui avait d'abord été balayé par la chute du gouvernement. Mais en gros, eux, ils vont être aussi peut-être un peu moins mobilisés dans l'hémicycle, parce qu'ils ont compris que pas grand-chose qui passerait, peut-être quelques recettes fiscales supplémentaires, mais pas les plus importantes. Et peut-être que eux, par contre, ils vont aller courir les plateaux de télévision, pendant que les autres seront dans l'hémicycle en train de voter les trucs, pour aller expliquer que c'est un budget austéritaire, d'alliance de la Macronie jusqu'à l'extrême droite. Petit point quand même technique, les ordonnances, elles doivent être ratifiées quand même par... Pas celle-là, je crois. Pas celle-ci. Pas celle-ci, non. Non, c'est un type d'ordonnance très particulier chez les ordonnances budgétaires.
Mais c'était une question consentement que à je m'étais l'impôt, posée tout aussi parce ça. que du coup ça changeait pas grand chose. C'est qu'il y a bien un vote au bout d'un moment, mais là je crois que Ouais. malheureusement non, il n'y a pas de vote. Enfin je dis malheureusement, c'est une question de point de vue, mais C'est chaud. après moi j'ai lu l'interview d'Olivier Faure dans Mediapart qui essaye de s'expliquer sur la taille de la couleuvre qu'il va avaler sur Elles sont longues, ces rames. Hein. voilà, Dis donc, hein, elles c'est- sont quand même sacrément longues ces rames et il explique que ça ne change pas grand chose quand bien même le budget finit par passer par ordonnance. On verra quelles sont les ordonnances et ce qu'il y a dans les ordonnances budgétaires et s'il y a entourloupe, il y a censure de Bah, toutes les manières à la fin. Non, mais, si c'est ordonnance, de toute façon, c'est le texte initial du gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça Pas qu'ils forcément. veulent. Bah si, c'est pour ça qu'ils veulent la lettre de rectification. Je, Parce je que- cro- je croyais que le gouvernement avait la possibilité de tenir compte de certains amendements adoptés soit en commission. S'il veut, soit, mais en réalité, il fait ce qu'il veut. C'est oui, des il fait ce ordonnances. qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il voulait une lettre de rectif. Parce Ouais. que normalement, il va partir du texte initial, en réalité. Et non pas des amendements, précisément. C'est d'ailleurs pour ça que le PS est en train d'essayer de négocier cette lettre. Moi, j'aime bien un peu les finances publiques. C'est effrayant. J'avoue. Je vous le dis vraiment, moi, les trucs techniques comme ça, c'est effrayant. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Ouais, ça fait les flipper. finances publiques. Ouais. Bah oui, j'imagine bien. Mais Non, mais en fait, c'est que c'est là où tu vois surtout que la 5e République, même quand Faible. tu as perdu, tu peux gagner quand même. Ouais. C'est ça qui est terrifiant. Le C'est gouvernement que, en fait, minoritaire, ouais. quand t'as pas, enfin, nous, on n'a pas, on travaille dessus, on a quelques subtilités de la mécanique parlementaire et pas toutes, mais c'est là où c'est dingue. Enfin, j'ai plus la liste complète, mais en réalité, il a renoncé au 49.3, le Cornu, mais il lui reste un nombre d'instruments Ouais, plein. Mm. phénoménaux Mm. pour pouvoir contraindre en réalité la mais durée des débats. Il y a les questions de vote bloqué, enfin, c'est un. Mais j'ai l'impression que c'est un peu tout ça qui est. Enfin, parce que ces derniers temps, il y a la 5e République, elle a été critiquée de toutes parts, et j'ai l'impression que ces ensembles de manières de tricher, comme tu dis, qui permettent derrière de. Enfin, qui sont à l'origine de toutes les demandes de quitter cette 5e République. Parce que, Non, mais c'est la 5e République, et là on le voit en ce moment de manière caricaturale. C'est trop de la balle d'être président de la République, il peut rien t'arriver. T'es franchement tranquille, tu rends compte à personne. Franchement, t'es bien. Et le gouvernement a un pouvoir non négligeable de tordre le bras du Parlement dans tout un tas. Ça veut pas dire que le Parlement est totalement dénué de capacité d'agir contre le gouvernement, mais c'est forcément avec une énorme massue et une capacité très forte à taper. C'est-à-dire que pour que le gouvernement se retrouve quasiment d'égal à égal avec le Parlement pour négocier, et encore, il faut que le gouvernement de lui-même renonce à l'usage de la Constitution. En l'occurrence, l'article 49.3 ou d'autres articles, on aurait pu discuter d'autres articles. Mais non, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on a une assemblée tripolarisée, on est dans un renouveau du parlementarisme avec des instruments constitutionnels qui ne sont pas du tout faits pour le C'est parlementarisme. clair. Ah bah non. voilà, Ils sont faits c'est pour exact. l'autorité du Parce que, gouvernement. en fait, si on tire le fil depuis le départ, Emmanuel Macron s'est arc-bouté en renommant Sébastien Lecornu parce qu'il savait pertinemment que le budget Quelle arrive. séquence fabuleuse. Non, mais c'était quand même génial. On l'a pas commenté ici, mais c'est la meilleure série Ah, Netflix de l'année. Fabuleux, fabuleux. Et il se trouve que s'il le nomme, c'est aussi, il sait Qu'est-ce parce qu'on que s'amuse. il sait que le gouvernement a l'initiative aussi sur le budget. C'est-à-dire que c'est le gouvernement Ouais. qui peut proposer de nouvelles dépenses publiques, ce que ne peuvent pas faire les parlementaires au nom de l'article 40. Ouais. Donc, s'il nommait un gouvernement de gauche, Sauf à c'est-à-dire- dégager, quoi. voilà, sauf mais du coup, c'est tout le problème, c'est que le Cornu, en gros, il a l'initiative budgétaire, donc il peut créer des dépenses. Et la gauche, dès qu'ils veulent vers une nouvelle dépense, article 40, c'est inconstitutionnel. Ouais. Et donc c'est aussi pour cette raison Très limité. que Emmanuel Macron a voulu maintenir un gouvernement de son camp, en le maquillant comme ils le peuvent, en disant c'est la société civile, gouvernement renouvelé, Gouvernement sans lien avec- technique. sans, Ouais, sans- gouvernement sans technique, lien avec c'est ça. avec l'élection présidentielle, Ouais. blablabla. Tout ça, en Bien réalité, sûr. c'est pour maintenir la pression austéritaire sur les dépenses publiques. Le risque ou la bonne chose, ça c'est à débattre, et je pense que je ne serais pas d'accord avec tout le monde dans l'hémicycle sur ce sujet, c'est d'arriver avec ce que Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, appelle un budget Frankenstein. C'est-à-dire qu'un espèce de budget dans lequel tu as plein de dispositions diverses et variées, tu as quelques augmentations d'impôts sur les plus riches, parce qu'il y a quand même une forme de consensus, y compris chez certains LR, sur ce sujet-là, avec des macronistes et avec toute la gauche. D'autres trucs qui sont des baisses assez brutales et austéritaires, un espèce de truc difficile à voter, un truc qui correspond pas à grand chose, un truc qui ne va pas dans le sens d'un groupe en particulier, où tous les groupes se tapent dessus, personne ne reprenant à son compte l'intégralité du budget et chacun dénonçant les horreurs que contient le budget. Il y a des trucs de dingue. Hein. Par exemple, Ouais. prends les associations, c'est moins 1 milliard d'euros et c'est 90 000 emplois menacés. En fait, c'est un plan de licenciement, un plan social silencieux parce que c'est Dans l'économie 3 ans. sociale et solidaire. Voilà, c'est 3 personnes dans une asso. C'est pas forcément des licenciements. En réalité, c'est des emplois qui seront pas maintenus au bout d'un contrat court, etc. Mais à la fin, il y a potentiellement 90 000 emplois. Enfin, c'est le tissu de la République aujourd'hui. Les associations, c'est elles qui pallient aussi les carences de l'État.
Et donc là, c'est double peine, c'est-à-dire baisse des dépenses publiques, donc des services publics, et en même temps de ceux qui sont là pour essayer de colmater les fuites, et ben eux aussi ils vont trinquer. C'est une dinguerie en fait ce budget. Oui, et juste, bon, on en parlera peut-être après si on parle de culture, mais ça aussi, les associations, il y en a énormément qui sont des associations qui sont en lien avec la culture. Et donc, pareil, c'est en fait, en coupant le budget des associations, tu coupes le budget des associations qui font à qui on a délégué des choses qui devraient normalement être assurées par les services publics et des associations qui s'occupent de la culture. Et donc, tout ça, c'est vraiment, c'est dramatique, quoi. Vraiment. On verra si le PS vote à la fin, parce qu'il n'est pas exclu à ce stade que le PS ne vote pas le budget. Moi, ça me paraît difficile Ils l'ont pour eux. plutôt exclu. Ils ont même plutôt exclu de voter le budget. Que ce serait en gros au mieux une abstention. Oui, c'est ça, au mieux une abstention. C'est ce que j'ai lu, ouais. C'est abstention de la part des socialistes, éventuellement. Au mieux, ouais. Mais ils sont dans la nasse en fait, les socialistes. Mais bien sûr, ils peuvent pas s'en dépêtrer. Ils n'ont pas de porte de sortie viable, à part dire à part censurer dès maintenant et essayer de sortir la tête haute. Ils sont cuits parce que ils ont vraiment parce que en gros, soit pour avoir la suspension de la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc le PLFSS. Ils doivent soit voter le budget le budget amendé, de la Sécu de fait. amendé avec un amendement, soit dans ce cas-là, ils doivent laisser le gouvernement survivre pour qu'il puisse, dans ses ordonnances, suspendre la réforme des retraites. Enfin, suspendre. Et en fait, on dit suspendre, c'est un décalage On va en parler. Voilà. Mais on en reparlera. Donc, je vois pas comment ils s'en sortent. Moi, je vous avoue que j'ai pas regardé Arthur Delaporte la dernière fois qu'il est venu, mais lui aussi, il devait avoir des longs grammes, non? Ouais. Non, mais carrément, comme tous les socialistes en ce moment. Enfin, je veux que je te dise. En même temps, on était en plein pour la composition. Le PS vraiment a chié dans la colle, mais de A à Z, c'est fantastique. Moi, je trouve ça assez remarquable de leur part. Non pas que je sois surprise entre nous, mais ils ont quand même réussi effectivement à finalement se retrouver dans une situation quand même très compliquée à l'heure actuelle au Parlement, avec la gauche qui leur tourne le dos, etc. Ce qui veut dire que si dissolution il y a, ça va être quand même un peu compliqué qu'ils arrivent à nouveau à recréer un NFP ou autre, parce que depuis le temps qu'ils se chient sur la gueule, je veux dire... Ouais, mais rappelle-toi ce qu'on disait sur ce plateau à l'époque. Oui, alors c'est bien vrai, mais... C'était toi la première aussi. C'était d'antisémite et de génocidaire. Oui, c'est pas faux. Totalement arrêté, donc... C'est pas totalement faux, effectivement, mais enfin, quand même, je trouve que là, le PS est allé un peu loin. Mais bon, affaire à suivre. Ce qui est étonnant, c'est que juste avant le gouvernement Le Cornu et tout, et la non-censure, etc., il se trouve que j'étais allé aux universités, enfin pas d'été du coup, mais au rendez-vous de place publique, le truc de Glucksmann, où il y avait des socialistes qui sont venus, de toutes les sensibilités. Et ils nous disaient tous, mais nous, quand on est sur le terrain, ça a changé par rapport au moment du gouvernement Bayrou. On nous disait surtout, il faut qu'il y ait un budget. Les gens, ils nous disent, dégagez-les. Eh ben non, ils les ont pas dégagés. La survie du gouvernement Le Cornu dépend de la suspension de la réforme des retraites. C'est ce qu'il a promis aux socialistes en échange de leur non-censure. Mais cette semaine, Emmanuel Macron a foutu le bordel. On l'écoute. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. Alors, ce que je trouve très rigolo, c'est que personne, à part Macron, ne parle de décalage. Le Cornu a bien insisté, y compris c'est écrit noir sur blanc dans sa lettre rectificative. C'est bel et bien une suspension. Ses députés ont aussi parlé de suspension. Qu'est-ce qui lui a pris à Emmanuel Macron de torpiller comme ça son Premier ministre ? En plus, d'autant qu'on l'entend plus du tout sur les affaires intérieures depuis des mois. Ça faisait du bien, non, un peu. Non, mais après, sa réforme des retraites, c'est vraiment le truc qu'il lâchera clair, jamais. Il dort avec le totem. Vraiment, on va l'enterrer avec. C'est exactement ça, en fait. C'est sa réforme totem. Et oui, je pense que... Puis il doit y avoir quand même une certaine pression de la part du patronat, par ailleurs. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'est vrai. Il n'y a pas de suspension. En fait, tu peux écrire suspension noir sur blanc. En fait, ça dépend des modalités de la suspension qui sont derrière. Là, en l'occurrence, c'est un décalage de l'entrée en vigueur du décalage de l'âge à 1er janvier 2028. 1er janvier 2028. Ce qui est rigolo, c'est que moi, c'est ce que j'ai toujours compris. C'est-à-dire que je ne vois pas la différence entre suspension et décalage. Suspendre l'application progressive d'une réforme et décaler l'entrée c'est pas la même chose. de la dite réforme, c'est pareil. Il y a une petite nuance. Quelle différence tu fais, toi ? Il y a l'abroger. Donc la question de l'abrogation, c'est-à-dire que la loi n'existe plus. La suspension, c'est-à-dire qu'on arrête de l'appliquer et on ne renvoie pas à une date ultérieure l'application. Le décalage, c'est justement renvoyer à une date ultérieure son application. Ah mais moi, suspension, ça n'a jamais été suspension. Ça a toujours été suspension jusqu'à après la présidentielle. C'est pas ce que les socialistes demandaient.
Les socialistes, Mais, ils ont oui, mais c'est ce qu'a dit le Cornu. Oui, c'est ce qu'a dit le Cornu. ce qu'a dit le D'accord. Cornu, Non, mais c'est c'est ce qu'a dit le Cornu. c'est l'entourloupe. Mais sauf que, comme le mec avait dit le mot suspension et que ça allait être pris partout dans les... En fait, les socialistes, c'est quand ils ont demandé deux choses qu'ils ne pensaient pas avoir. Un, le fait de ne pas utiliser 49.3. Ils pensaient que jamais le gouvernement macroniste ne leur ferait cette concession. Et le deuxième, c'est que jamais ils ne pensaient qu'il y aurait une suspension de la réforme des retraites. Le jour même, ils n'y croyaient pas. Donc, une fois qu'il leur a fait ces deux concessions-là, et c'est là-dessus qu'ils avaient cranté dans le débat public, les socialistes, ils savaient que ça allait être repris partout le mot suspension. En fait, ils étaient coincés. Ils se sont coincés tout seuls. Y a quelqu'un dans le chat qui dit en fait on s'en fout, suspension ou décalage, c'est le prochain gouvernement qui décidera de reprendre ou non à son compte la réforme des retraites. De toute façon, ça remet la bille après la présidentielle, donc le futur président de la République sera libre de décider. Et le but affiché par le Cornu, c'est que ça fasse l'objet d'un débat dans le cadre de la présidentielle. On aura des options qui seront sur la table, avec des candidats qui proposeront des trucs différents. Il y en a qui diront 60 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans. On est d'accord, mais et les Français voteront. La présidentielle se termine en mai. Ensuite, l'élection des députés, c'est en juin. Constitution du bureau. Et ensuite, tu as le premier budget. Ensuite, tu as le premier budget. Oui, sauf que tu fais pas une réforme des retraites dans un budget. Et puis, ils l'ont fait la dernière fois. Ils l'ont fait la dernière fois. Ils l'ont fait la dernière fois, mais sauf que tout le monde gueulait en disant c'est quand même pas hyper constitutionnel, même si le Conseil constitue a dit que bon, comme c'était pas interdit dans la Constitution, en réalité c'est autorisé. Mais en fait, ça laisse assez peu de temps de débat sur la réforme des retraites. Donc ça veut dire qu'en gros, au 1er janvier 2028, a priori, le décalage, elle reprendra, même s'il y a eu quelqu'un d'autre à l'Élysée qu'un macroniste. Quand la gauche arrivera au pouvoir en 2027, je n'irai pas lui chercher des poux dans la tête parce qu'elle fait une réforme des retraites dans le budget. Elle mettra la réforme à 60 ans, la retraite à 60 ans dès le premier budget. Non, mais après, on s'engueulera sur le plateau de Daxit. Mais attends, parce que Macron a parlé d'un référendum aussi, de la possibilité d'un référendum. Oui, oh putain, t'es vrai. Oh, la vache. Oui, t'as raison. Il a effleuré l'esprit, du bout du doigt, l'idée d'un référendum, dans une formule extrêmement bizarre dans laquelle il explique qu'il pourrait éventuellement y avoir un référendum sur la réforme des retraites, mais après qu'un compromis soit trouvé sur la dite réforme. D'accord. Ah oui, c'est le référendum sur le compromis. Sur le compromis, c'est ça. Et on n'abroge pas la réforme. Ça dépend du compromis. Oui. Ça dépend du compromis. Si tu fais un référendum, c'est vraiment la démocratie à la carte. Quoi. Ouais, alors là, ça m'arrange pas, donc non. Mais si on fait 62 ans et 9 mois et qu'il faut voter 62 ans et 9 mois, vous votez pour ou contre, vous? Contre. Contre, d'accord. On n'est pas des donc reprise des 64 ans. Attends, refais-la là. T'as le choix. C'est pas facile ce soir. 64 ans versus 62 ans et 9 mois. Tu choisis quoi? Non, mais là, c'est dans. S'il y a un référendum sur un compromis, sur un décalage de la réforme. Non, mais là, je vois pas dans quel moment. C'est toi tout à l'heure qui disais que la réforme reprendrait son cours après le 1er janvier 2028. A priori, oui. Ouais. Et donc, s'il y a un référendum et que les gens votent non, c'est un retour à la réforme Borne qui s'applique. Jusqu'à une nouvelle réforme. Jusqu'à un nouveau gouvernement. Ah, bah ça, oui. Bon, c'est beau la politique fiction, mais. Ah ouais, j'avoue, je commence à m'y perdre là. Bon, on peut parler de vrais trucs. Bah, parlons du budget de la culture. Hein. Parlons du budget de la culture. On en parle finalement? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que. Ah, je t'avais dit que ça avait sauté parce qu'on parle de Marine Tondelier, c'est ça? Et je me suis trompé. Ah. Non, alors, la fake news, c'est moi au départ. Je vais faire une petite sieste. C'est fou. On a dit bien construit là. On a dit bien construit l'émission. Il y a que les tutos de Léa qui étaient bien construits. J'ai tout donné sur ma carte blanche. Non mais allez, moi je veux bien parler du budget de la culture. Mais parlons du budget de la culture. Vous l'avez pas pu passer à côté du casse du siècle, cambriolage des bijoux de la couronne de France au musée du Louvre dimanche matin. Pourquoi est-ce que ce sujet, cambriolage au Louvre, est devenu immédiatement très politique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a vraiment les voleurs, ils sont arrivés avec des cagoules et des gros sacs de toile. Ils sont venus, c'était les Total Spies, ils ont fait un petit trou dans la fenêtre, ils sont sortis, ils ont cassé le truc, ils ont pris les bijoux, ils sont partis. Ils ont oublié une couronne sur le trottoir. Ils ont fait tomber une couronne, c'est ouf. Ils ont fait tomber une couronne. Ouais, c'était assez iconique. En vrai, je pense que... Et en fait, ce qui s'avère, c'est que en fait, les budgets de la culture, ça fait des années qu'ils sont coupés partout. Et du coup, les syndicats ont dénoncé tout de suite le fait que ça faisait longtemps qu'on alertait sur le manque de mise aux normes, de la sécurité, etc. Et qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont embauchées au Louvre, mais bien au-delà. Et je voudrais juste parler de la culture en général, parce qu'en fait, on n'en parle vraiment jamais, que tout le monde s'en fout, alors que c'est vraiment dramatique ce qui se passe, et que là, on en parle parce qu'on vole des bijoux de je sais pas, Joséphine ou je sais pas qui, au Louvre. Globalement, on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu. C'était Eugénie.
Ouais, Eugénie, voilà. Exactement, les bijoux, voilà. Bon, Couronne bref. qu'elle a jamais portée. Ils sont Couronne moches, qu'elle a en jamais plus, portée, les en plus, bijoux. hein. C'est, En plus, elle les a pas non, portés. en plus, elle a jamais porté cette couronne. Voilà, enfin, bah bref. super. Bon, en tout cas, on s'émeut, tout le monde crie, on nous a volé des trucs, etc. Bon, franchement, on s'en fout. Ce qui compte, là, ce qui est en train de mourir, c'est... Non, mais en vrai, un petit peu. Ce qui compte, ce qui est en train de mourir, c'est toutes les personnes qui travaillent dans la culture, toutes les travailleurs, les travailleuses de l'art qui sont en train de crever depuis des années. Dati, tout ce qu'elle fait, c'est paver la route à la privatisation. D'accord, Il y a de mais moins c'est pas en l'un moins- ou l'autre, en fait. On peut dire que c'est un problème qu'on soit Non, pas mais- foutu quand même de protéger Je le premier suis musée au monde. d'accord, mais moi ça m'énerve qu'on parle jamais de culture, vraiment jamais. Quand il y a des manifs, jamais les manifs peuvent arriver jusqu'au ministère de la Culture. Dati, elle donne l'heure à personne, elle fait des trucs dans son coin, et là on vole des bijoux, et ça y est, tout le monde est en mode oh là là, mon Dieu, et alors que tout le monde avait alerté sur Parce le que fait c'est qu'il n'y le avait pas de signe du budget. déclin de la France, madame, a dit Stéphane Bern. Exactement, c'est le déclin de la France, on se fait voler les bijoux. Bah, Tandis que Fabius se fait financer des expos à Shanghai. hein. exactement, voilà, double standard. Voilà. Non, mais, mais c'est vrai. moi, je me suis posé la question pour Rachida. Moi, j'ai été assez surpris de voir Rachida Dati nous expliquer que il n'y a pas eu de dysfonctionnement au musée du Louvre, que les alarmes ont fonctionné comme convenu, que les dispositifs de sécurité ne sont pas à remettre en question, etc. C'est vrai, mais il y a J'ai pas un de peu caméra. tilté sur le moment en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quand même merde, il y a quand même eu un cambriolage. Et après, je me suis dit mais en fait, c'est politique, elle a besoin de faire passer la pilule en disant que tout va bien, puisque Mais- sinon c'est elle qui est responsable Mais en même temps, avec ses coupes budgétaires. j'ai Ouais. vu des extraits de l'audition de la directrice du Louvre Oui. devant l'Assemblée nationale, parce qu'elle a été auditionnée sur. Qui est quand même. Le Sénat, je crois. C'est au Sénat, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé Et elle dit, bah, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas assez de caméras. Et de ce côté-là, bah, il y avait une caméra, mais c'est juste qu'elle n'était pas tournée du bon côté. Donc, bah, nous, on voyait de l'autre côté, donc tout se passait bien. Les alarmes ont sonné. Enfin, mais grosso modo, sur l'existant du dispositif de sécurité, a priori, il n'y a pas eu de dysfonctionnement majeur. Le problème, c'est le dispositif de sécurité en soi. C'est le manque de moyens de protection, de sécurité pour les œuvres qui s'y trouvent, etc., etc. Mais c'est pas en soi là, une défaillance du système tel qu'il était mis en Oui, place. c'est que le système C'est pas une était. défaillance oui, technique, d'accord. Ouais, je c'est comprends. que- C'est que le système en soi était mauvais. Et ça avait, et encore une fois, ça faisait longtemps que les personnels. personnels alertaient sur cette faille-là, quoi. 216 millions d'euros de coupes budgétaires dans la culture sont prévus dans la première mouture du budget du gouvernement examiné par l'Assemblée nationale. Donc, ça attire l'attention sur ce que tu dis, sur la nécessité de sauver la Et culture. par ailleurs, pareil sur sur les collectivités territoriales, les collectivités, c'est les premiers financeurs de la culture en France. Tu coupes le budget pour les collectivités territoriales. La première chose qu'ils vont couper, c'est la culture. C'est pas Comme compliqué. dans les pays de la Loire, il y a. Bah ouais, voilà. c'était moins 50%. Et puis à un moment, Il y a eu un département qui a fait zéro aussi. Ouais, bah Pays de la Loire. Et ensuite, c'était moins 50% pour les budgets. Enfin, c'est vraiment, c'est dramatique. Ouais, c'est vraiment une catastrophe. J'en profite puisqu'on en parle parce qu'effectivement, parfois, on peut ne pas percuter l'importance que revêt la culture et son financement public. On peut avoir tendance à croire que la culture, c'est quelque chose de superflu. Non. C'est quelque chose de l'art, les émotions, tout ça, c'est pas bien sérieux par rapport à des sujets beaucoup plus sérieux comme l'emploi, l'économie, etc. Si on veut être cynique, il faut aussi regarder la réalité de ce qu'est la culture pour le tissu social et le tissu économique au niveau local. L'art, la culture font vivre des hommes, des femmes, des personnes qui travaillent dans les équipements culturels, dans les publics scolaires, pour les personnes âgées également. Il y a tout un maillage territorial, il y a tout un tas de filières professionnelles qui dépendent très directement du financement de la culture. Voilà. Oui, Donc, et gardez ça à l'esprit. C'est pas... Opposer l'emploi et la culture, ça n'a aucun sens puisque la culture, les gens travaillent dans la culture, dans tous les secteurs de la culture. Encore une fois, tous les travailleurs et les travailleuses de l'art qui sont dans des situations de précarité de plus en plus importantes, il faut vraiment se rendre compte que tout ça, c'est très lié sur ce qu'on a dit, sur le tissu associatif, sur toutes ces personnes qui font vivre en fait plein de choses je pars, tout qui font vivre des choses qui devraient normalement être assurées par le service public et qui ne le sont pas. Et le désengagement de l'État, du ministère de la Culture dans la culture telle qu'elle devrait être pratiquée en France, c'est vraiment c'est une catastrophe à tous les niveaux, quoi. Puis je vois dans le chat quelqu'un qui dit que concrètement, c'est qu'en fait, ça a des répercussions sur d'autres secteurs. Quelqu'un dans le chat dit le culture, c'est Cariotype qui dit la culture est le principal moteur du tourisme. Si la France est aujourd'hui l'un des pays les plus visités, enfin, le pays le plus visité au monde, c'est aussi en raison de son rayonnement culturel, pas uniquement patrimonial, parce que la culture, c'est deux choses. C'est le patrimoine et la création. Le gouvernement, les gouvernements qui se succèdent depuis plusieurs années ont d'ailleurs davantage axé sur une question
patrimoniale de la culture, c'est-à-dire on garde l'existence et c'est ce qu'on met en valeur plutôt que de la création. Voilà. Mais en tout cas, la culture, elle marche sur ces deux jambes-là. Et c'est aussi ça qui attire énormément à l'étranger. Le tourisme, pas uniquement. Les Français, quand ils se déplacent, ils vont au château de Versailles, ils vont au musée du Louvre, ils vont au Futuroscope. Je sais pas si c'est dans le. Mais alors, non, mais attention quand même aussi, parce que c'est vrai, mais en fait, ces derniers temps, il y a quand même eu des grosses offensives en termes de politisation de la culture, avec l'extrême droite qui s'est évidemment saisie de ça en rachetant plein de trucs. Là, Bolloré vient de dire qu'il voulait racheter UGC, donc cinéma indépendant. Non, pas indépendant. Mais le réseau de salles de cinéma, en gros, c'est l'un des deux principaux réseaux de distribution. Voilà. Et évidemment, ce terrain qui rachète plein de trucs, etc. Et il faut faire attention sur le fait que, en fait, il y a beaucoup de domaines de la culture qui sont pointés du doigt comme étant des trucs de woke, des trucs islamo-gauchistes, etc. Et qui font qu'on va se concentrer sur justement la culture, le patrimoine, la culture qui attire du tourisme, et du coup couper tous les financements de la création originale et de l'art comme émancipation, à la fois pour les personnes qui la créent, mais aussi pour les publics, puisqu'il y a un enjeu démocratique hyper important à ce que tout le monde ait accès à l'art et à la culture, et pas seulement les gens riches. Globalement, ce qui risque de se passer de plus en plus, surtout vu, encore une fois, ce que j'ai dit, ce que fait Madame Dati et ce qui a été commencé avant elle, mais de paver la voie vers une privatisation de la culture avec toutes ces fondations privées qui prennent de plus en plus d'importance dans le paysage de la culture en France. Défendez la culture, il faut qu'elle soit financée. Derrière cette affaire de bijoux, il y a effectivement des questions importantes qui sont à mettre en débat, y compris dans le cadre du débat budgétaire. On continue avec l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été incarcéré mardi dernier à la prison de la Santé. C'est le résultat de sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a fait appel. Il est donc de nouveau présumé innocent. Il ne devrait pas rester en prison bien longtemps pour cette raison d'ailleurs, parce qu'il a formulé une demande de liberté anticipée ou conditionnelle, je ne sais plus. Là aussi, beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers temps, notamment sur le traitement médiatique, on va en parler, mais aussi les soutiens qu'a reçu Nicolas Sarkozy, notamment le soutien d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée Nicolas Sarkozy avant son incarcération. Le ministre Gérald Darmanin a dit, lui, qu'il lui rendrait visite en prison. Qu'est-ce que tu en penses, Emilio ? Ministre de la Justice. Pardon, ministre de la Justice, Justice, tu as raison. C'est pas n'importe quel ministre qui va rendre visite à Nicolas Sarkozy. C'est clair. Qu'est-ce que je pense de Macron et Darmanin ? Macron et Darmanin qui apportent publiquement. Mais je trouve qu'ils ont totalement raison de. Pardon. je déconne, non, évidemment. Oui, un grand homme. En vrai, c'est quand même dingue parce qu'ils nous disent que il faut en gros séparer l'homme du condamné. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron quand il dit que c'est profondément humain. C'est humain. Que de recevoir son prédécesseur à l'Élysée. Darmanin dit qu'en tant qu'homme, il est blessé de voir la détresse d'un autre homme en prison. Je pense j'étais à deux doigts de sortir les Kleenex, mais moi, je trouve que c'est Fabrice Arfi, donc, qui est co-auteur des révélations pour Mediapart sur l'affaire libyenne, qui intervenait dans l'émission C'est ce soir au cours de la semaine, qui a quand même remis 2-3 pendules à l'heure sur l'état du débat public. C'est qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui, pour la plupart, n'ont absolument rien suivi de ce procès. Il a dit qu'il y avait 8 journalistes qui ont suivi les 38 journées d'audience. Donc, c'est-à-dire que sur les chaînes d'infos, etc., il y a l'émotion qui se déverse et surtout le récit de Nicolas Sarkozy, qui est donc appuyé par une partie de l'actuel gouvernement. Et d'une partie aussi de la classe médiatique. De la classe médiatique. Tu vois les éditos dans le FIG, etc. Pauvre Sarkozy. En réalité, on est quand même sur une honte internationale, parce qu'on a vu cette semaine, c'était le cambriolage au Louvre, qui était la honte internationale de la France. C'est pas faux, mais la plus grosse honte, c'est quand même d'avoir un président qui va en tôle, quand même. Non, le plus grand, c'est d'avoir qu'on ait eu Sarkozy comme président déjà, et que Sarkozy ait fait financer sa campagne avec de l'argent libyen, parce que qu'il aille en tôle, je veux dire. C'est plutôt une fierté. Ouais. Attends, vous me débordez sur mes indignations. Excuse-nous. Mais ok, fair enough, vous avez raison. Mais c'est au-delà de l'indignation, j'observe que le discours et le narratif de Nicolas Sarkozy passent assez bien dans une bonne partie de l'opinion publique. Alors pas complètement toute une bonne partie de l'opinion publique, parce que les Français restent majoritairement convaincus. Je crois que c'est plutôt une bonne chose qu'il aille en prison, que sa condamnation est justifiée, etc. Donc c'est assez intéressant. Ceci étant, j'entends encore, et on le voyait parmi les manifestants dans le 16e arrondissement qui sont venus apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy mardi, qui disaient
disait qu'il est condamné sans preuve, que la note sur laquelle il est condamné est un faux, etc. Donc c'est que ça marche, ce battage médiatique. Léa ? Bien sûr que ça marche. Ça marche parce que déjà, on lui donne l'espace, en fait. C'est ce que tu disais, Emilio. La réalité, c'est que les journalistes n'ont pas couvert le procès. Je veux dire, quand tu as des journalistes de France Inter ou je sais pas, de France Info qui lui demandent combien de brosses à dents il va emmener ou je sais pas quoi à son avocat, je suis désolée, mais je veux dire, à un moment donné, poser les vraies questions, quoi. 3 livres et 10 photos aussi. Oui, voilà. C'est la question que t'as pas posée. Donc c'est vrai que c'est quand même assez, c'est très affligeant. Je veux dire, le traitement médiatique, je sais même pas si on peut parler de traitement médiatique dans ce cas de figure, vraiment, est vraiment super affligeant. Donc lui, il a une espèce de boulevard. Mais souvenez-vous quand même, quand il a été condamné la première fois dans le cadre des Fadettes, où il a eu un 20 heures, quoi. Le premier truc qui s'est passé, c'est qu'il est passé aux 20 heures. Mais putain, dans quel pays on vit, Plusieurs quoi. fois, il l'a fait d'ailleurs, C'est d'après les hallucinant. condamnations. Et tout le monde lui déroule le tapis. Et c'est tout à fait normal. Là, je voyais que Yves Tréhard, un mec de BFM qui fait des éditos dans le Figaro, disait que c'était complètement scandaleux, que c'est une décision politique. Mais putain, la presse, quoi. Ouais. Genre les journalistes, mais vous êtes... Après, le Figaro... Non, mais voilà. bien sûr, mais ça veut pas dire que t'es le Figaro, que tu dois chier sur l'état de droit et Non, mais sur l'indépendance de la justice. Figaro, mais quand même, tu vois, c'est un quotidien national. Non, bien sûr, c'est pas C'est rien. gravissime, c'est un des C'est journaux les plus gravissime, tirés, quoi. Enfin, Ouais. quand même. Moi, je trouve ça vraiment complètement affligeant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement, Mediapart qui sont considérés comme étant ils en veulent à Sarko, j'en sais rien. Enfin, les gens sont complètement tarés. Il y a 12 ans d'enquête, 12 ans de procédure. Enfin, vous vous rendez compte du travail que ça demande, Ouais. de tous les, le fond. Je veux dire, effectivement, tout est là. Revenons aussi sur le fait que, alors, effectivement, il n'a pas été condamné pour corruption, mais ça, je pense que c'est important de le préciser parce que du coup, on entend ça. Oh bah oui, finalement, il n'est pas coupable de corruption, etc. Non, en fait, c'est pas ça. Et la question va peut-être se poser d'ailleurs à nouveau en appel, puisque en fait, c'est pas tant. Le tribunal a effectivement écarté l'accusation de corruption, la condamnation sur la base de la corruption, pas tant parce que les faits ne sont pas avérés, puisque le pacte de corruption a été bel et bien avéré et reconnu par le tribunal. Faut préciser Mais avec parce qui, que... quand même. Faut préciser avec Oui. un terroriste libyen qui avait Avec un commandité... terroriste Abdallah Senoussi qui avait commandité l'attentat en 1989 d'un avion, le DC-10 Oui. du TA. dans lequel 54 personnes, 54 Français ont péri. Dont des Voilà. Français. Et Ouais. donc, Et d'ailleurs, la famille des victimes, des familles des victimes sont parties civiles au procès. Pardon, je t'ai Et donc, interrompu. non, mais c'est important, tu as raison. Et donc, du coup, effectivement, c'est avéré, ce pacte est avéré. Il y a eu effectivement il y a une trace aussi des versements via Takiedine, etc. Enfin, il y a des choses qui sont avérées. Et donc, la seule raison pour laquelle le tribunal n'a pas gardé cette qualification de corruption, c'est parce que la question s'est posée de savoir est-ce qu'il agissait en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque ou en tant que candidat à la présidentielle. Et en fait, le tribunal a finalement été plutôt prudent dans cette décision, à mon sens, en disant il n'a pas agi en tant que ministre et donc on ne peut pas l'accuser de corruption dans ce cadre-là. Mais la question va aussi se poser en appel, en réalité. Donc il faut aussi rappeler que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de faits qui ont été avérés. Les faits sont là. La qualification a été effectivement celle-ci de la part du tribunal. Mais je pense qu'effectivement... Le battage médiatique, c'est dire la puissance de ce mec encore aujourd'hui. Je veux dire, il est reçu à l'Élysée. On a Darmanin qui va le voir, le ministre de la Justice. Les magistrats sont menacés de mort. Enfin, Ils sont menacés par le porte-parole du ministre de la Justice. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, non, je n'avais pas vu ça. Il y a Monsieur Hetz qui est donc le procureur général près la cour de Paris, je crois, si je me plante. Mais en tout cas, une sommité, Paris, ouais. magistrat sommité qui avait en gros pris ses distances avec Gérald Darmanin lorsqu'il avait annoncé qu'il allait visiter Nicolas Sarkozy. Il avait été soutenu par Éric Elfen, qui est aussi un ancien magistrat, qui avait été macroniste, je le rappelle. Et le porte-parole du ministre de la Justice sur X, en gros, l'a à peu près, enfin, l'a pas menacé, mais disons que c'était latent, en disant qu'il devait retourner à son devoir de neutralité en tant que magistrat. Enfin, il y a un ton assez trumpiste en réalité dans tout à fait. qui concerne verra. Ça, ce c'est qui est en réalité des pressions sur les magistrats. Des pressions sur les magistrats et on verra ce que ça donnera en appel. On connaît évidemment pas encore, je crois, la date de l'audience. 2026. Avant mars 2026. Bon, ça va Premier arriver. trimestre 2026. Je précise que l'attentat du DC-10 UTA, c'est 170 victimes, dont 142 Français. 54 Français, je crois. Non, justement, Il y a une question il y de en a beaucoup nationalité, plus. mais c'est Il y a des questions de binationalité, ouais. Ah oui, j'avais entendu ça, pardon. Mais non, il y a plusieurs chiffres qui ont circulé, précisé, effectivement. Une manière qui est intéressante aussi de regarder cette condamnation de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du traitement médiatique qu'on a en France, c'est de regarder aussi la presse étrangère.
Léa, Oui. tu as fait un petit travail, toi. Tu es allé regarder un petit peu ce qu'on dit à l'étranger de cette condamnation. Oui, j'ai fait une petite revue de presse internationale pour l'occasion. Alors, je commence avec mon petit quotidien britannique de cœur, The Guardian, qui, dans l'édito du 21 octobre, titre, aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est dit. Le journal britannique avait réagi au lendemain de la condamnation de Sarkozy en soulignant que la chute spectaculaire de Sarkozy marque un tournant dans la lutte anti-corruption en France. Et alors, attendez, tenez-vous bien. Le Frankfurter Allgemeine, je ne sais pas parler allemand, Zeitung, je crois que ça se voit C'est pas, dans le Jura. insiste, ça c'est dans le Jura, voilà, au musée de la saucisse, Ouais, c'est à côté. insiste sur les tentatives de dénigrement de l'institution judiciaire jugée comme un poison pour la démocratie. Et c'est un journal, je le précise, conservateur. Le New York Times a parlé pour sa part d'une décision un peu rude. El País titre un de ses articles La chute du président qui aimait le luxe. La Belgique toujours, les meilleurs. La Libre Belgique juge de son côté que la justice a tiré l'essentiel de cette affaire, à savoir le simple fait de tendre la main à un dictateur suffit à caractériser l'association de malfaiteurs. Le journal belge assure par ailleurs une couverture presque exhaustive des menaces et attaques à l'encontre des magistrats. Le quotidien suisse, pour sa part, Le Temps, juge que l'accumulation de comportements immoraux à ce niveau de responsabilité et d'incarnation symbolique est vertigineuse. Dans un article titré « La condamnation de Sarkozy est aussi celle d'une époque que l'on espère révolue ». Voilà. Tu veux dire que les journalistes étrangers font mieux leur boulot que les journalistes français? En tout cas, sur ce Écoute, sujet, à croire. non, leçon d'humilité. On se prend une leçon d'humilité de la part de nos amis étrangers qui nous regardent avec des yeux, à mon avis, un peu hallucinés là-dessus. On continuera. Non, mais Sans attends, compter, juste, Vas-y. moi, ça me fait penser à un truc, c'est la manière dont, surtout au début, la première élection de Donald Trump, aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, mais comment, en France, on a glosé, parlé pendant des plombes de Trump et on n'était pas content, etc. Et qu'on n'est pas capable, dans notre pays, quand on est face à des choses comme ça, de reconnaître les choses. Donc c'est bien gentil d'aller reconnaître quand tu as des gens à l'étranger qui jouent au foot avec la démocratie, qui font n'importe quoi, et de s'offusquer, de dire « Ah oui, ils sont comme ça », mais c'est bien de reconnaître la paille qu'on a dans son œil, quoi. Et donc, Après, là, je vais te faire flipper. Il y en a qui parlent d'une candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle de 2027. ouais, non, mais, qui va ça, Louis Sarkozy? Non, Stéphane Le Rudulier, un sénateur. Sarkozy, il a déjà pris son humilité en 2016. Voilà, il avait annoncé après avoir perdu assez minablement à la primaire de son propre parti, il a décidé de quitter la vie politique active. Est-ce qu'il fera un retour? Je pense pas. On verra. Je précise juste, pour l'information, je ne l'ai pas mis dans la revue de presse, mais ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Le traitement médiatique de la part de l'Italie et des journaux italiens, en fait, ils se sont essentiellement concentrés sur Carla Bruni. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit Évidemment. que c'était peut-être pas nécessaire dans On une embrasse. émission politique. Ouais, vraiment. On embrasse la bonnette de Mediapart. On embrasse la bonnette de Mediapart et on embrasse nos amis italiens. Ouais, bien ils ont sûr. beaucoup aimé. En Italie, ça les a un peu marqués, la chanson tout. Bah oui, non, mais normal. Mais moi, je suis fan de l'Instagram de Carla Bruni. Je suis Ouais, moi abonnée, aussi. je like tout. Franchement, je suis Tu likes? vraiment- Ah non. Mais bien sûr, je suis tellement Non. fan. Tu l'aies vraiment? Ah ouais, Bien sûr l'Instagram que de je Carla like. Bruni, c'est une dinguerie. hein. C'est une pépite, mais c'est incroyable. C'est genre le truc, mais t'es dans une autre galaxie, dans Stranger Things, comme dirait Fabrice Arfi. On vit pas sur la Donc, même du coup, planète. tu likes pour l'encourager, je suppose. Ah ouais, bah oui, continue, franchement, continue, meuf, vraiment. Ouais, je vais peut-être liker aussi. C'est vu comme ça, c'est pas mal. Attendez-vous dans à la machine. en entendre reparler, notamment de l'exécution provisoire aussi, qui fait l'objet Ah de oui. toutes les foudres de la droite et de Parlons-en. l'extrême droite. L'exécution provisoire aussi, on va probablement en entendre reparler. Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy sont main dans la main sur cette histoire. Toute la droite est en train de se piquer de réformes pénales plus douce. Ouais, grave. Non, mais pourquoi pas? Je trouve ça intéressant. Si vous voulez qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet, c'est Tolérance intéressant. zéro. Par contre, je sens que non, mais voilà, Ça prend plus trop. je crains qu'ils nous sortent une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire dans le cadre de condamnation de Politique. responsables politiques. Mais c'est dans les Et sûr. eux seuls. C'est Stéphane Le Rudulier, encore lui, toujours le même, a dit sur BFM au moment où Sarko rentre en prison qu'il travaillait dessus, qu'il se penchait dessus. Gérard Larcher, le président du Sénat, a appelé à revoir la question de l'exécution provisoire, qui, je le rappelle, ne les émeut en réalité que lorsqu'il Ça les s'agit touche. de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen, que c'est aujourd'hui 50% des peines qui sont exécutées directement Ouais. avant un appel. Et 90% pour les personnes condamnées à plus de 2 ans de prison. Ouais, et c'est 90%. et c'est 87 dans le cas des comparutions immédiates. C'est énorme. Comparution immédiate qui est un scandale en soi.
Et pourtant, Darmanin vient de supprimer les aménagements de peine. Certains, je crois. fallait être Oui, cohérent. Darmanin, il a supprimé les activités ludiques en prison. Voilà, c'est tout. Bah oui, bien sûr. Non, mais franchement, Non, mais c'est important, ça. Oui, non, mais C'est c'est terrifiant. à se taper la tête contre Non, les mais murs. En fait. évidemment. Enfin, la situation de la prison en France, Non, mais c'est une catastrophe. c'est toute Bien l'ironie, sûr. c'est toute l'ironie de la situation où on a, y compris le Figaro, qui fait des articles sur les conditions de détention. Alors certes Ouais. que sur les conditions de détention à la prison de la Santé, mais si on peut avoir un débat national dans ce pays sur Ah, les mais conditions de faisons-le. détention, faisons-le. Mais bien sûr, Vraiment. sachant Mais- que la Allons-y. France est quand même condamnée à tour de bras par la Cour européenne des droits humains sur justement les conditions très très précaires qui sont considérées d'ailleurs comme des traitements inhumains et dégradants, Mhm. les situations d'incarcération. Donc effectivement, il y a un débat à avoir. Parlons de précarité menstruelle, parlons de discrimination à l'égard des personnes trans, parlons de la surpopulation carcérale, parlons des punaises de lit, parlons de tout ça, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Mettons-le sur la table. C'est quand même effectivement hallucinant de voir qu'en plus, mais par ailleurs, il s'en sort pas mal, j'ai envie de Oui, dire. il s'en sort plutôt C'est bien. clairement pas Il un. y a même une dépendance dans laquelle il y Sarkozy, aura tu du parles policier dedans. Ouais. Donc, Non, mais ça, Non, mais- ça j'ai vu ça, que dans la cellule à côté de Sarkozy, il y avait des policiers Des policiers armés. ouais. armés. Ouais, pour assurer bien sa sûr. sécurité. Même l'administration pénitientiaire Pète un câble. et pète un câble. En mode, mais c'est n'importe quoi. Parce que cette ça témoigne histoire, quoi. surtout de l'absence de confiance qu'a le ministre de la Justice en les services de la pénitentiaire, bon, qui, il faut le dire aussi, ministre de miné par la l'Intérieur corruption, parce que en fait, c'est les gens qui ne gagnent pas d'argent et qui sont payés au lance-pierre. Mais sur l'image, c'est quand même assez dramatique. Parce que c'est pas un citoyen qu'on envoie en En même prison. temps- Certes, il est un ancien président de la République, et donc sa sécurité. Mais- Non, mais. enfin, Il est Ce que je veux dire- isolement. Donc, Non, mais Ce que je veux dire, c'est que si les électeurs de droite s'émeuvent des 9 mètres carrés de Nicolas Sarkozy dans lesquels il est seul, Mm. j'espère Ce que qui ça est titille chez extrêmement rare. eux Il arrive le jamais fait qu'il est il est dans de très bonnes conditions dans les prisons françaises. ils ont même Donc, déplacé. posez-vous des questions sur le reste. Darmanin a dit qu'ils allaient déplacer les mecs qui ont hurlé aux fenêtres Mm. de Nicolas Sarkozy, il fallait changer de prison pour ne prendre aucun risque. C'est-à-dire que pour tous les autres qui se font hurler dessus en permanence, enfin parce que ça peut être bruyant aussi les prisons. On sait que c'est parfois quand dans les voisinages c'est assez compliqué de vivre à côté de prison. Rien à foutre. Mais alors Sarkozy, il y a un mec qui hurle une fois à une fenêtre, ah bah toi Ouais, mon gars, on va c'est prendre par le clair. callback Ouais. et on va te mettre ailleurs. Et surtout, tu m'étonnes que tout le monde était Sarkozy. Enfin, tu sais, Sarkozy, c'est vraiment. Enfin, les peines planchées, tout ça. Mais enfin, grave. Je veux dire, c'est normal qu'il arrive et que tout le monde hurle dessus, quoi. C'est clair. Et moi, j'avais eu l'occasion de visiter la prison des Baumettes avant qu'elle soit détruite. Et je Mhm. peux vous dire que. Alors, c'était une prison qui était particulièrement insalubre, mais enfin, c'est pas. C'est inhumain. Enfin, c'est réellement inhumain, en fait, d'avoir des gens dans ces conditions-là, quoi. Ouais, c'est Et clair. que la droite s'émeuve des conditions du pauvre Nicolas Sarkozy, qui, comme vous l'avez rappelé, a des conditions vraiment 5 étoiles pour la prison. Et en plus, il va sortir dans pas très longtemps. Franchement, enfin, je trouve que c'est vraiment d'une indécence, mais Ouais, c'est le bon terrible. mot, ouais. Quoi. On verra la suite et les propositions de la droite pour améliorer les conditions de détention dans ce pays. Et on viendra en continue. parler sur Brexit. Une actu qui est tombée hier soir au moment où je coupais mon stream, ça m'a foutu la rage. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts a annoncé dans l'Obs sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 via la primaire qu'elle appelle de ses voeux. Une candidate de plus pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et pourquoi Quel timing déjà. Mais alors, c'est une des questions que j'avais envie de vous poser. C'est pourquoi Pourquoi ? Parce que Pourquoi maintenant Pardon, Marine c'était ça la Tondelier a son calendrier en tête. Ouais. En gros, elle a fait voter par le Parlement de son parti, le Conseil fédéral, il y a voilà plusieurs mois, le fait qu'il n'y aura qu'un seul candidat soutenu par le parti des écologistes et que les écologistes tiendront leur primaire à la fin de l'année. Une primaire interne. En gros, c'est la primaire de la primaire. Donc, qui se tiendra, elle, dans le cadre, dit le format bagneux de Front Populaire 2027 autour de Lucie Castet, où il y a a priori Olivier Faure, Boris Vallaud qui sont sur les rangs, François Ruffin, Ouais. Clémentine Autain, il y aura peut-être quelqu'un de Génération, Sandrine Rousseau voudrait y participer, mais elle refuse de participer à la primaire de la primaire. Enfin bref, c'est Dallas le truc. On va bien se marrer encore. Le sujet, c'est que Marine Tondelier, en réalité, elle a commencé à y croire à partir de 2024 et les législatives. Elle émerge dans le débat public. C'est le moment où elle a sa fameuse veste qui a tant fait parler. Ces larmes qui ont coulé au moment de recevoir Bruno Retailleau sur France Inter après elle, où elle disait qu'il faisait n'importe quoi parce qu'il ne voulait pas appeler à voter pour la gauche contre l'extrême droite. Bref. Et depuis, Marine Tondelier, elle a commencé à y croire. Elle a vu sa cote de popularité monter. Et en même temps, elle s'est engagée dans un chemin unioniste, très d'union de la gauche, qu'elle essaie de tenir encore à bout de bras entre les socialistes d'un côté et les insoumis. Et donc, elle se fait balloter en permanence. Et donc, voilà, Marine Tondelier, elle se dit qu'elle doit être candidate
au moins dans cette primaire, pour porter la voix de l'écologie, parce que plus personne ne le porte. Là-dessus, c'est compliqué de lui donner tort, parce que plus personne ne parle d'écologie dans ce foutu pays, sauf quand il y a Pas elle non plus, hein, pas des masses. Hein. Non, je déconne. En tout cas, c'est la seule à en avoir parlé devant Macron. Bon. Et donc voilà, elle y croit. Moi, je pense qu'elle a des chances en réalité de gagner cette primaire de la gauche. Ça dépend qui est en face. Ça dépend qui est en face. Pour l'instant, tu l'as dit, ouais. Pour l'instant, Il y a que. je vous ai donné le casting pour l'instant. Hein, donc Ouais. Fabien Roussel n'y va pas, Raphaël Glucksmann n'y va pas, Jean-Luc Mélenchon n'y va pas. Donc en fait, c'est pas une primaire de la gauche, c'est une primaire de ceux qui veulent pas se retrouver coincés entre Glucksmann et Mélenchon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. mais On va se qu'est-ce retrouver à qu'ils sont une en train de présidentielle avec faire une grosse candidature Mélenchon, une candidature Glucksmann, et entre les deux, au moins une candidature. Tout le monde a bien compris que c'était d'union. pas une théoricienne de la politique, Marine Tondelier. Évidemment, elle est pas, et c'est ce qu'on lui reproche dans son parti, qu'elle n'a pas assez investi le champ des idées. En revanche, par contre, c'est une porte-parole qui a permis aux écologistes de dépasser le simple cadre de son électorat habituel. Elle parle à d'autres gens, tout simplement parce que moi, c'est ce qu'on me dit beaucoup. Pour une fois, il y a une écolo qui parle et on la comprend. Voilà. Ça Donc, se vérifie comment, ça? Ah ben après, la popularité n'a jamais fait une élection. Hein. Non. bien sûr, mais N'est-ce pas, justement, dans Raphaël les Glucksmann faits, je veux dire, sur les résultats des dernières élections, qui sont en l'occurrence hors, bien évidemment, NFP, les européennes 2024, les Verts sont quand même fracassés la gueule, disons-le. Ils ont eu le vote de pitié. Non, mais littéralement, les gens ont voté Ouais, voilà. pour qu'ils aient des députés, mais parce qu'ils se disent qu'ils allaient perdre 5 eurodéputés sinon, et qu'elle allait aller à l'extrême droite, mais c'était littéralement le vote de pitié qu'a eu la liste portée par Marie Toussaint. Par Marie Toussaint, ouais. Par Marie Toussaint. Je suis très curieux du timing. Je comprends pas pourquoi, en plein marasme budgétaire, alors qu'il y a encore énormément d'indécisions sur ce qui va advenir de ce pays dans les mois qui viennent, la possibilité d'une motion de censure, d'une dissolution pour les premiers mois prochains, les élections municipales, etc. Proposer Pourquoi un autre horizon, peut-être? Je sais pas. Non, mais peut-être. Très prosaïque, très matériel. Je pense que le nouvel Obs, et en gros, il sort le jeudi. Ça devait être calé depuis un moment parce qu'elle, dans son timing, a sa primaire interne avant d'aller ailleurs. Et donc, en fait, dans le tempo, il fallait qu'elle se déclare maintenant. Elle a sorti son bouquin il y a quelques semaines. En gros, c'est le récit quand tu es candidat à la présidentielle. D'abord, tu sors un bouquin. Xavier Bertrand vient de sortir le sien. Oui, j'ai entendu ce matin à la radio. Tout va bien, mais sauvé. Oui, toujours candidat, lui. Étant donné, donc, elle sort son bouquin Demain, si tout va bien, qui est décoré. Enfin, le bouquin, c'est la veste, hein, qui est une veste fleurie, où elle raconte en fait. Sa vie, c'est pas un bouquin programme politique, hein, c'est un bouquin. Je ne dirais pas qui à gauche me l'a décrit comme ça, mais c'est en gros le récit de tous les succès de Marine Tondelier, de pourquoi j'ai pleuré sur France Inter et pourquoi ma veste est belle et pourquoi j'ai appelé mon fils comme ça, etc. C'est comme ça qu'elle est perçue aussi parmi les. C'est pas un bouquin très politique. Non. Mais en tout cas, c'est pour mieux se faire connaître aussi des potentiels électeurs. Et donc, dans sa stratégie électorale, il fallait ensuite arriver pas trop tard dans une campagne présidentielle parce qu'elle a d'abord sa campagne interne à mener, tout en essayant de l'enjamber parce que personne ne veut y participer. Marine Tondelier, elle a pour elle d'être une figure identifiée des Français. Ce qui n'est pas donné à tout le monde à gauche et encore moins chez les écologistes. Donc voilà, il y avait Yannick Jadot qui a un petit peu disparu depuis. Marie Toussaint n'a jamais vraiment réussi à percer pendant la campagne des élections européennes. Donc voilà, Marine Tondelier. Ils ont 3 figures, les écolos. Et c'est la grande Sandrine réussite Rousseau. de Marine Tondelier depuis qu'elle a été élue secrétaire nationale. C'était Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, c'est-à-dire les deux qui polarisaient le débat chez les écolos, les deux bornes, un plutôt vers le centre et l'autre qui tirait plutôt vers la gauche radicale. Et donc Marine Tondelier, son objectif, et c'est ce qu'elle a réussi, à faire en sorte d'incarner la parole des Verts, là où en fait c'était ces deux extrêmes, entre guillemets, hein. C'est le mauvais mot que j'ai utilisé, mais en gros, c'est ces deux bornes qui monopolisaient la parole. Et donc, c'est la grande réussite, et c'est aussi pour ça, du coup, qu'elle a réussi à percer le mur du son médiatique. Parce qu'en fait, elle fait l'interview de l'Obs. Mais Marine Tondelier, hier soir, elle fait le 20h de TF1, quand même. C'est pas rien, le 20h de TF1. Il y a parce que nous, on peut lever les yeux quand on y pense. Mais en fait, il invite des gens qui sont connus dans le débat public. Donc, c'est aussi un signe, quand même, quand un responsable politique est invité au JT de 20h pour faire l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Ce sera intéressant à suivre en tout cas cet exercice de primaire dont nous ne connaissons toujours pas les contours ni le calendrier. Ce sera en décembre. Ce sera en... On saura en décembre. Par contre, on saura en décembre prochain. Il y a un truc qu'on sait déjà, c'est que c'est François Ruffin qui va la gagner. C'est ce qu'il a dit. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Et il l'a dit. Notez-le bien. C'est pas il tout, l'a mais c'est au moins ça. Il l'a dit, mais ça sera intéressant. Il n'y avait pas de génocide à Gaza, puis après il dit qu'il y avait un génocide à Gaza aussi. Donc. Oui, il a dit beaucoup de choses. J'attire votre attention sur le fait que, probablement pas pour participer à cette primaire, mais sur le plateau de Backseat la semaine dernière, on recevait Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste, qui n'a pas exclu que Fabien Roussel se range derrière une autre candidature à l'élection présidentielle.
Donc l'autonomie du PCF, c'est pas certain Une excellente qu'il idée. refasse le coup. On verra. C'est Il pas va se passer exactement plein ce de que trucs. disait Fabien Roussel à la fête de l'UMA. pour être Non, c'est totalement pas ce que honnête. disait Fabien Roussel à Il la fête disait de qu'en l'UMA. tout cas, il ne voulait pas. Enfin, non, il a dit pour être totalement honnête, qu'il ne voulait pas participer à une primaire. Voilà. Ça, oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que pour autant il sera candidat envers et contre tout? Ça dépendra du vote des militants communistes, parce que en l'occurrence, les militants communistes ont la voix au chapitre dans le parti. C'est pas le secrétaire national qui décide tout seul. Et donc Bon, voilà, il y a ouais. un congrès prévu en La juillet plus grande, 2026. Voilà, donc la la plus décision grande sera tardive pour les inconnue, communistes. la plus grande inconnue à ce jour, c'est qui va se présenter chez LFI. C'est vrai ça. C'est, Ça va, c'est. Non, Paul- il y aura Paul peut-être- Vanier, a il y aura priori. peut-être une primaire. je sais pas. Il y aura peut-être une primaire avec des Ouais, votes ouais, et tout. ouais, après. On attend tout ça avec impatience.